Alors, merci d'être avec nous ce soir. Qui es-tu? Alors, toutes celles et ceux qui militent pour la liberté du peuple de Palestine le connaissent bien. Mais est-ce que tu es une célébrité pour tout le monde? Donc je vais me permettre de, après cette petite vidéo d'introduction qui montre quand même un peu la personne qu'il est. C'est une sacrée personne, hein, parce que je viens de passer 2 jours avec lui, je suis fatiguée. Lui, il dort, mais pas moi. Alors, je vais présenter un petit peu ce jeune homme qui est assis à côté de moi. Tu es né en 1985, à Jérusalem-Est annexée et occupée par l'État d'Israël. Tu vas donc bientôt fêter les 39 ans. Ta maman est française, originaire de Bourg-en-Bresse, ton père palestinien de Jérusalem. Tu grandis en Palestine occupée et, après ton baccalauréat, tu fais des études de sociologie à l'université de Bethléem. Tu grandis à Jérusalem-Est occupée depuis 1967. Jérusalem, qui en 1980 a été désignée par le Parlement israélien comme capitale réunifiée de l'État d'Israël. Comme tous les Palestiniens de Jérusalem, tu es titulaire d'un permis de résident permanent. Donc si je comprends bien, les Palestiniens de Jérusalem sont titulaires d'une carte de séjour. Vous me direz si c'est logique. Délivrée par l'occupant israélien alors qu'ils vivent dans leur ville natale, sur leur terre natale, dans leur pays, la Palestine. Donc toi qui es né à Jérusalem, tu étais donc considéré comme un étranger dans ton propre pays. À part ça, tout va bien, si on peut dire. Mettons de guillemets. Jusqu'à ses 19 ans. Moi j'ai raté un emprisonnement de 16 ans, mais jusqu'à ses 16 ans, disons. Là, en 2005, l'État d'Israël change son statut de résident permanent en résident de terroriste permanent. Puisqu'il est arrêté par les services de sécurité israéliens, qui est évidemment sans preuve aucune, le suspecte, écoutez bien, le suspecte d'avoir eu l'intention d'assassiner l'ancien grand rabbin d'Israël. Tu es également accusé de soutenir le FPLP. C'est pas bien ça. Front populaire de libération de la Palestine, qui figure sur la liste officielle des organisations terroristes, notamment celles d'Israël, des États-Unis et du Canada. Tu retrouves ta liberté en 2011, au bout de 6 années d'emprisonnement, dans le cadre d'une libération de 550 prisonniers politiques contre un soldat franco-israélien, le soldat Gilad Shalit. Et là, je me dis, que vaut une vie palestinienne par rapport à une vie israélienne? Quel est le rapport de 1 pour 550? Je crois que malheureusement cette question est tout à fait d'actualité en ce moment. Pendant un court répit, tu fais la connaissance d'Elsa, que tu épouses en 2014. Elle est expulsée vers la France par les autorités israéliennes en 2016, alors qu'elle est enceinte. L'État d'Israël fait pression sur toi et sur ta famille. Mais toujours déterminé à avancer, tu ne baisses pas les bras. Tu reprends des études de droit et tu deviens avocat au barreau palestinien en août 2017. Tu choisis alors, aux côtés de l'association Adamir, de devenir l'avocat des prisonniers politiques palestiniens. Adamir. La photo que vous voyez là, il est assis dans le bureau d'Adamir, devant le mur de photos d'anciens prisonniers. Adamir, c'est un mot qui signifie conscience. Et c'est une association qui est classée organisation terroriste en octobre 2021 avec 5 autres ONG qui défendent également les droits humains en Palestine. Tu es à nouveau placé en détention administrative en août 2017 et libéré 13 mois plus tard, sans qu'aucune charge, évidemment, n'ait été émise contre toi
pendant toute cette durée. En mars 2022, sans accusation formelle, tu es à nouveau incarcéré sous le régime de la détention administrative. Le 18 décembre 2022, contre ton gré, et après ton refus de porter allégeance à l'État d'Israël, tu es extrait de prison, expulsé et déporté vers la France. Israël te retire le droit de rester dans ta ville, dans le pays où tu es né, dans ton pays, la Palestine. À 39 ans, tu as passé plus de 10 ans dans les prisons israéliennes. Tu as vécu la révolte, les grèves de la faim, l'isolement, les mauvais traitements. Tu as vécu cet acharnement insupportable qu'impose l'État israélien à son armée et son armée d'occupation à tout un peuple. Tu nous en parles dans ton livre « Prisonnier de Jérusalem, un détenu politique en Palestine occupée » que il se fera un plaisir de vous dédicacer après la conférence. Je voudrais souligner la symbolique de cette soirée aujourd'hui, demain, où on parle beaucoup de Missak Manoukian qui va être panthéonisé, un terroriste. C'était un terroriste pour les nazis. C'était un résistant. Et Perrine, on peut en parler. Nos pères étaient tous les deux francs-tireurs partisans. Ils étaient résistants, ils étaient terroristes aussi. Nous sommes des filles de terroristes, donc je crois qu'on est bien à la table, ça ne nous gêne pas beaucoup. On est un peu terroristes aussi. Oui, on est un peu terroristes sur les bords aussi. Alors Salah, à ton arrivée à Paris le 18 décembre 2022, tu as déclaré à la presse: aujourd'hui, je suis plus que convaincu que cette machine de destruction qui s'appelle Israël reculera seulement devant un projet de résistance palestinien. La Palestine, c'est une cause, ce n'est pas de la géographie. J'ai changé d'endroit, mais le combat continue. Avec vous, avec mon peuple. Le combat continue jusqu'à la libération, l'indépendance et le retour. Alors moi je voudrais savoir, aujourd'hui en février 2024, avec l'actualité sanglante qui étouffe la Palestine, qui massacre à Gaza, au vu et au su du monde entier, je voudrais savoir si tu utiliseras les mêmes mots aujourd'hui. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation d'être parmi vous ce soir. Merci pour votre présence. Moi, je pense que ces mots me représentent de plus en plus, surtout ce jour-là. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un contexte et dans une situation politique assez spéciale depuis, ça va faire 138 jours. Aujourd'hui, où ce génocide en cours continue et on ne voit pas la fin. Moi, de l'habitude, je me concentre plus sur la question des prisonniers politiques palestiniens, mais vu le contexte, je veux parler des deux, partager le temps sur les deux questions. Aujourd'hui, 138 jours de génocide qui a fait à Gaza plus que 30 000 Palestiniens tués, des milliers sous les décombres, plus de 80 000 blessés, 200 à 250 000 maisons et habitations totalement détruites, 116 journalistes tués, 2 tiers des hôpitaux qui fonctionnent plus. Le plus récent attaqué et envahi, c'était l'hôpital de Mansour dans le sud de la bande de Gaza, où des centaines de personnes et des réfugiés et des blessés et des infirmiers et des docteurs, et même le responsable de ce centre médical de cet hôpital, il était
arrêtés. Le nord de la Syrie, le nord de Gaza, l'ensemble du peuple, il est affamé à Gaza, mais c'est surtout le nord de Gaza. On voit que les gens, ils sont en train, ça commence que les gens, ils commencent à mourir de faim. À Gaza, juste ce matin, il y a une fille de 6 ans qui était morte parce qu'elle n'a pas pu manger depuis quelques jours. Le blocus israélien, avec la participation des régimes arabes qui continuent aujourd'hui, ce génocide qui n'est pas que à Gaza, mais c'est aussi en Cisjordanie. En Cisjordanie, juste depuis le 7 octobre, il y avait 380 avant, mais depuis le 7 octobre, 406 Palestiniens tués, assassinés en Cisjordanie, plus que 5000 blessés. Des hectares dans le sud de la Cisjordanie confisqués, destruction de maisons quotidiennes, des invasions, des camps de réfugiés chaque jour, leur seul but c'est de détruire les camps de réfugiés, surtout dans le nord de la Cisjordanie. La dernière c'était hier à Jenin. Il y a aussi la question de l'UNRWA qui est une question très très importante et très politique. On a vu que les Israéliens, ils ont fait leur rapport, même pas 72 heures après, on a vu combien de pays ils ont décidé d'arrêter leur soutien à l'UNRWA. On sait bien que l'UNRWA, c'est l'organisation officielle qui soutient les réfugiés politiques palestiniens. Aujourd'hui, 65% à 70% de la population de Gaza, elle vit de l'aide de l'UNRWA. Tous les camps de réfugiés en Cisjordanie et à l'extérieur, à l'exil, ils vivent de l'aide de l'UNRWA. Mais moi, je pense que la question n'est pas que économique, mais aussi c'est une question hautement politique, parce que de mettre un terme à l'UNRWA, ça veut dire symboliquement, il y a une décision de faire et une décision de finir avec la question des réfugiés politiques palestiniens et dire qu'il y en a plus, il y en a plus de 4-5 générations des réfugiés palestiniens. Revenons sur la question de ce génocide en cours, le but dès le début il était clair, c'est de déporter, déplacer la majorité de la population de la bande de Gaza hors de la bande de Gaza. Le plan n'est pas nouveau. Ce plan, il était préparé dans la période où quand Trump il était président des États-Unis avec Netanyahou, il ne s'était pas caché parce qu'ils avaient besoin d'avoir la bande de Gaza avec les moines des Palestiniens. Netanyahou, depuis quelques mois, il a déclaré avec Biden et avec leur ministre des Affaires étrangères, Blinken. Et Blinken, il a dit à plusieurs reprises qu'il a préparé avec quelques pays arabes, que ce soit l'Égypte et d'autres, un essai pour les convaincre de prendre des réfugiés palestiniens, des centaines de milliers, pour avoir une minorité à Gaza. Il y a deux choses. Aujourd'hui, je veux dire, il y a une chance qu'il y a ce refus. Il y a ce refus égyptien et jordanien pour le moment. C'est pas parce qu'ils nous aident, je ne dis pas ça parce qu'il y a une solidarité avec le peuple palestinien que le régime il refuse, non, parce qu'ils nous considèrent en tant que Palestiniens un déplacement comme un danger sur leur régime. Alors à chaque fois qu'il y a une prise de parole américaine ou israélienne là-dessus, tu vois qu'il y a une prise de position totalement qui est l'inverse. Mais je pense que le peuple palestinien, dès le début, il a pris la décision que nous, une deuxième Nakba, elle n'aura pas place en Palestine. C'est inacceptable. On voit les jeunes, les femmes et les hommes qui sortent en dessous des décombres, qui disent que nous, on ne va pas sortir de Gaza encore une fois, on ne va pas encore une fois avoir des générations et des générations et des générations de réfugiés. Cet essai d'expulser les Palestiniens, pour nous, c'est pas nouveau. Parce que l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre, elle a bien commencé 75 ans avant le 7 octobre. Simplement parce que la théorie sioniste sur laquelle est basé l'État
d'Israël qui n'est pas cachée, et c'était la théorie même avant 75 ans, que la Palestine c'est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Ils ont tout préparé sur la base de cette théorie, et c'est pas caché. Le premier génocide, la première Nakba, elle était en 1948, où les Israéliens, ils ont mis des centaines de milliers des Palestiniens en tant que réfugiés, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et entre 1948 et 2023, il n'y a pas un jour où les Israéliens n'ont pas essayé tous les moyens de se débarrasser de tous les Palestiniens, ou au maximum des Palestiniens de notre terre natale. Pour ça, ils ont tout fait. Aujourd'hui, dans le contexte qui est le plus urgent aujourd'hui, c'est le sud de la bande de Gaza, à Rafah, où il y a 1,2 million de Palestiniens réfugiés de toute la bande de Gaza, où les Israéliens, ils ont dit qu'ils vont, dans les semaines qui viennent, ils vont lancer leur opération. Là-bas, ça veut dire qu'il reste le plus grand massacre qui peut avoir lieu depuis des mois. Et c'est l'endroit où ça risque aussi qu'il y aura, si les Israéliens ils bombardent les frontières égyptiennes, ça veut dire qu'ils vont essayer de pousser la population, encore une fois, à partir. Mais moi, je pense que la question, elle n'est pas... Et c'est vrai que c'est le peuple palestinien qui paye dans le cher, mais il faut regarder aussi ce qui se passe dans la région, parce qu'il y a quelques mois, on disait, oui, bon, il faut faire attention, parce que ça peut aller vers une guerre régionale, ça peut encore se développer, mais on est déjà, moi je pense qu'on est déjà dans la guerre régionale, vu ce qui se passe dans le sud du Liban depuis quelques mois, ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe en Irak, ce qui se passe en Syrie. Et il y a déjà 4-5 pays qui sont dans ce, je veux dire, c'est pas un jeu, mais dans l'activité directe, et surtout les Yémen, parce qu'on a vu les conséquences qui ont eu lieu sur l'occupant israélien et même sur l'Europe. Hein, le blocage de la mer Rouge, ça a changé stratégiquement les plans occidentaux et commerciaux. Moi, je pense que les Américains, qu'ils ont donné malheureusement et qui continuent leur feu vert aux Israéliens, parce que moi, je pense que la décision de la guerre, elle est américaine et elle est faite par les propres mains des Israéliens. Et on l'a vu hier avec le veto aux États-Unis. Et bien sûr, il y a une responsabilité de la France, l'Italie, la Grande-Bretagne et l'Allemagne en première priorité, qui sont en train de participer à ces génocides en cours, des livraisons d'armes qui continuent jusqu'à aujourd'hui, le soutien de Macron et son équipe politique à Israël. Ça, c'est une participation au génocide. Moi, je pense que pour nous, là, en tant que citoyens françaises, il faut qu'on travaille sur la question de la participation de ces criminels de guerre, les 4200 Français qui sont là-bas en train de tuer le peuple palestinien. Parce qu'on a bien vu ce que la France a décidé quand le cas il était en Syrie avec la question de Daesh. Alors pour nous et pour d'autres, la présence de ces 4200 tueurs, ça serait un danger pour la société française. Et la place de ces gens, ça ne sera pas entre nous, ça sera en prison. Je pense que aujourd'hui, les Américains, ils sont en train d'essayer de reconstruire comme ils l'ont dit. Ils l'ont dit, Condoleezza Rice, elle l'a dit en 2006, quand les Israéliens ils ont attaqué le Liban en 2006, elle est venue, elle a fait sa fameuse déclaration en disant que voilà, aujourd'hui, on est dans une étape où on va avoir la naissance d'un nouveau Proche-Orient. Un nouveau Proche-Orient, on comprend bien qu'un Proche-Orient soumis à la force américaine et les forces occidentales. Et Blinken, il a utilisé les mêmes mots aujourd'hui en disant voilà, il y aura une naissance de nouvelles Proche-Orient. Parce que les Américains, ils savaient bien qu'ils ne contrôlaient plus la région comme ils voulaient avant.
On n'est plus dans la période où il y a un seul dominant dans la région que les Américains. On n'est plus dans cette période. Les Américains, et c'est clair qu'ils n'étaient pas prêts pour ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Leur base armée dans la région aussi, qu'ils n'étaient pas prêts, qu'ils étaient surpris de tout ce qui s'est passé. Et on voit clairement que, et surtout Macron, qui n'a pas de stratégie politique par rapport à ce qui se passe, il a passé d'un front international contre Gaza comme si on était à Daesh, a appelé à voter un cessez-le-feu hier. Dans 4 mois, tu changes de stratégie, ça veut dire que tu n'as pas de stratégie politique. Soit tu suis les Américains, soit tu ne connais pas exactement la région. On l'a vu s'exprimer ça dans la lettre des ambassadeurs français dans le Proche-Orient qui l'ont envoyé il y a 3 mois une lettre en disant, à mon avis, eux ils disaient la France a dépassé les limites par rapport à ses déclarations et sa prise des positions. Mais revenons sur la question des Américains dans la région. C'est pas nouveau que les Américains et les Israéliens ils étaient en train de normaliser leurs relations avec leurs pays arabes. Normaliser leurs relations avec les pays arabes, ça veut dire que Israël devient un État normal dans la région, qu'à mon avis ça ne va jamais se passer. Et les Américains, ils avaient leur plan économique, surtout pour contrôler la région. Ils avaient l'alternative de la canal de Suez égyptienne qu'ils étaient en train de négocier avec les Jordaniens pour faire une nouvelle canal qui s'appelle le canal Ben Gurion, qui va de la mer Morte en Jordanie et qui va dans le sud d'Israël, entre guillemets. Et ils avaient aussi le plan de recontrôler tout ce qui est entre la mer Morte et les Atlantiques autour. Et c'est pour ça que pendant 8 ans, avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Unis, ils ont lancé une guerre perdue contre le peuple du Yémen. De recontrôler la Méditerranée, parce que, comme par hasard, sur l'ensemble du Méditerranée, il n'y a que les ports israéliens pour le moment qui fonctionnent, parce que les ports syriens, ils étaient bombardés par les Américains. Le port de Beyrouth, il y a 3 ans, il a explosé, et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui l'a fait. Pour moi, on sait qui c'est. Les Français, ils ont refusé d'intervenir pour une enquête officielle. Ils ont même refusé de donner les vidéos qui viennent du ciel. Et pour le moment, on ne sait pas qui. Et ça veut dire qu'on était déjà dans les Américains, ils étaient en train d'essayer d'avoir un nouveau Proche-Orient dans la région. La normalisation, c'était après 2011, parce que après 2011, après le printemps arabe, on peut en parler longtemps, mais la conséquence du printemps arabe, que les forces occidentales et les forces réactionnaires arabes, ils ont mis la main sur le printemps arabe, et au final, on a ces régimes qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et après, on avait la question de la normalisation, les accords d'Abraham, et l'accord avec le roi du Maroc, et ça devait être avec l'Arabie Saoudite, de créer ce bloc musulman, sunnite, américain, israélien, contre le diable iranien, chinois dans la région. À mon avis, aujourd'hui, après ce qui s'est passé, les questions de la normalisation, ils ont totalement échoué. Parce que la normalisation, elle est basée sur 2 questions. La sécurité des régimes et la question économique. Ces régimes-là, ils pensaient que Israël, c'était la force qui a la main haute dans la région et qui est capable de garder la main haute pour la sécurité de ces régimes. Depuis quelques mois, on a vu que Israël n'est pas la force la force qui est vraiment un truc qu'on ne peut pas imaginer. Et on a vu le soutien surtout des peuples arabes pour les Palestiniens, malgré qu'il y a une grosse dépression par ces régimes, surtout en Égypte, en
En Jordanie, il y a des centaines des arrestations. En Égypte, il y a des arrestations. En Bahreïn, on n'en parle pas. Dans les Émirats Unis, il y a une interdiction de manifester pour la Palestine. Alors je pense que cette normalisation, automatiquement, après ce qui s'est passé, je pense qu'elle ne va pas avoir lieu. Il y aura des accords de sécurité qui vont continuer. Mais le rêve de dire que Israël devient un État normal dans la région, à mon avis, ça va se passer. Surtout que nous, aujourd'hui, la cause palestinienne, grâce à la solidarité aussi internationale, on est revenu la première priorité politique mondiale. Depuis 2011 jusqu'à 2023, il y avait vraiment ce essai politique d'assassiner totalement la cause palestinienne, comme s'il n'y avait pas un peuple qui est sous occupation et a passé une souffrance qui dure de 75 ans. Aujourd'hui, des générations et des générations et des générations, on les a gagnés pour qu'ils soient des pro-palestiniens. On l'a vu ici en France, on l'a vu à 1 million à Londres, on l'a vu à Barcelone et ailleurs. Le gros changement dans l'opinion publique aux États-Unis, surtout parmi les jeunes juifs aussi, on l'a vu. Et ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, en Europe, surtout en France, qu'on ne voit plus des sondages par rapport à la Palestine. Moi, je me souviens plus quand est-ce que c'était le dernier sondage qui a été fait par rapport à la question palestinienne. Parce que je pense que le dernier, avant 10 ans, il n'a pas plu aux gens qui étaient au pouvoir. Je pense que stratégiquement, malgré les images difficiles et malgré ce génocide en cours, mais je pense que stratégiquement, la cause palestinienne, elle va gagner beaucoup de points au moment où il y a un cessez-le-feu. Moi, je pense qu'après le cessez-le-feu, la bataille aussi, elle va être des fois plus importante, parce qu'après le cessez-le-feu, ça va négocier la reconstruction, ça va parler des échanges avec les prisonniers, les élections. Il y aura tout un plan politique, à mon avis, qui va être... Chacun va essayer d'imposer ce plan politique sur les Palestiniens. Je ne veux pas plus... Tu veux regarder l'heure parce que je peux parler 2 heures, je suis désolé. Ouais, d'accord. Revenons sur la question des Palestiniens. Aujourd'hui, quand on parle de ce génocide en cours, j'ai cité les chiffres, on parle aussi des prisonniers politiques. Moi, comme d'autres Palestiniens, passés en prison, j'ai passé en total 10 ans dans les prisons israéliennes. Aujourd'hui, depuis avant le 7 octobre, il y avait 5200 prisonniers politiques palestiniens dans les prisons israéliennes. Depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un jour où il n'y avait pas des détenus et des prisonniers politiques palestiniens dans les prisons israéliennes. Ils ont toujours existé et ils ont toujours été dans les prisons. Après le 7 octobre, l'armée de l'occupant israélien a lancé des vagues de vengeance et des arrestations contre les Palestiniens. Aujourd'hui, malheureusement, on a 2 catégories de ceux détenus. On a les prisonniers de Gaza. Aujourd'hui, on a entre 3500 et 5000 détenus de la bande de Gaza qui sont considérés comme des gens qu'on ne connaît pas, c'est quoi leur statut. On ne connaît pas s'ils sont vivants, pas vivants. On sait qu'il y a une prison dans le sud, une base armée où il y a des milliers de Palestiniens qui sont détenus là-bas de la bande de Gaza, mais on ne sait pas c'est quoi leur situation. On a vu quelques témoignages de quelques-uns qui sont sortis après des mois des interrogatoires qui montraient, qu'ils ont témoigné de la torture physique, psychologique énorme dans cette base armée. Ils ont même parlé des Palestiniens tués devant leurs propres yeux dans cette base armée. Il y a parmi eux aussi 300 femmes qu'on ne sait pas c'est quoi leur destin jusqu'à aujourd'hui. Il y a des enfants aussi ni la Croix-Rouge, ni les avocats, ni aucune association internationale a le droit de savoir où est-ce qu'ils sont.
La deuxième catégorie, c'est les Palestiniens de Cisjordanie, Jérusalem et les Palestiniens de 1948. Depuis le 7 octobre, il y a 7000 Palestiniens arrêtés en Cisjordanie, 5000 blessés. Parmi alors en total de la Cisjordanie et Jérusalem, on a plus ou moins 11 000 détenus politiques qui sont distribués sur des dizaines de prisons et des centres d'interrogatoire. Parmi eux, il y a 250 femmes. Je parle de ces chiffres après les trêves, parce qu'on a vu pendant les trêves, il y avait des échanges avec des hommes et avec des enfants et des femmes. Tous ces chiffres sont même après les trêves. Les arrestations après. Il y a 250 femmes, 350 enfants, 3400 Palestiniens en détention administrative, malheureusement 9 prisonniers tués à cause de la torture physique depuis le 7 octobre. Le dernier, ce matin, un ami à moi, Khaled El-Shawish de Ramallah, qui est détenu depuis 2007, qui était sur un fauteuil roulant, et qui devait avoir des opérations et recevoir le soin adapté. Malheureusement, il n'a jamais reçu le soin adapté. Il est mort ce matin dans la prison de Nafha. Alors je vais aller plus détaillé sur chaque catégorie. Je commence toujours par les enfants. Les enfants palestiniens dans les prisons israéliennes sont traités de la même manière que les prisonniers adultes. Aucune différence de traitement, et des fois c'est pire pour les enfants, les conditions de détention. Moi j'ai vécu ça à l'âge de 16 ans, en 2001, à ma première détention, où j'étais arrêté par les forces spéciales à la maison pendant la deuxième Intifada. Pris à un centre d'interrogatoire qui s'appelle en anglais Drachin Compound, c'est le compound russe, c'est une ancienne église russe que les Israéliens ont transformé en centre d'interrogatoire à Jérusalem-Ouest, où j'étais mis dans ce centre d'interrogatoire pendant 2 mois, où je me faisais dès le premier jour, ils nous ont fait assis sur une chaise comme celle-là, comme la vôtre, qui est attachée au sol, les mains minottées derrière le dos avec un cadenas qui bloquait les menottes, les pieds attachés aux pieds des chaises, et tu pouvais se faire interroger, des fois arriver à 23h de suite d'interrogatoire. Des fois ils te laissent se reposer 1 heure, des fois non. Quand c'est l'heure de se reposer, et c'est pas 1 heure de se reposer après 23 heures d'interrogation, cette 1 heure, elle te fatigue de plus en plus. C'est une petite cellule, ils te ramènent dans une petite cellule de 2 à 3 mètres carrés, où les murs sont toutes en gris, une petite lampe jaune, un trou qui était les toilettes dans le sol, un petit matelas, une couverture, où tu as le droit de se reposer 1 heure. Bien sûr, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de fenêtre, rien du tout, il n'y a qu'une porte blindée. Il te laisse se reposer 45 minutes, après il te ramène encore 23 heures, et après encore 23 heures, ça a duré des semaines. Tout genre de menaces, de bombarder la maison, d'arrêter mes parents, de longues peines pour des années d'arrestation, de la torture psychologique pour moi et pour d'autres, et moi je suis pas le pire des cas. Mais même après les mois d'arrestation, après les mois d'interrogatoire, les enfants palestiniens ils sont transférés dans une prison que pour enfants. Et il faut savoir que les enfants palestiniens ils peuvent commencer à être jugés à partir de l'âge de 12 ans.
Alors tu peux trouver des enfants de l'âge de 12, 13, 14 ans jusqu'à l'arrivée à l'âge de 18 ans. Et on avait des cas, des enfants qui étaient arrêtés à l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, mais pour quelques jours et après, ils étaient heureusement libérés. Les enfants palestiniens sont jugés dans les mêmes tribunaux militaires illégaux que les prisonniers adultes. L'occupant israélien jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'il dit qu'il a signé la convention de droits des enfants jusqu'à aujourd'hui, il refuse d'établir un tribunal spécial pour les enfants. Les enfants sont jugés pour des longues peines. Les conditions de détention dans la prison elles-mêmes, ils sont très difficiles pour les enfants. Par exemple, tous les enfants sont interdits de continuer leurs études pendant leurs mois et leurs années d'incarcération. Un enfant palestinien en prison, il peut passer des mois et des années, des fois, sans avoir le droit d'avoir une visite de la part de ses parents. J'explique ça parce que toutes les prisons israéliennes se trouvent derrière ce qu'on appelle la ligne verte. La ligne verte, c'est la ligne entre 67 et 48. Et là où les Israéliens, ils ont construit plus ou moins le mur de séparation et ils ont installé les checkpoints. Alors tous les prisons se trouvent derrière les murs et les checkpoints. Les parents des enfants et le reste des prisonniers, ils ont besoin d'un permis qui passe par la Croix-Rouge, qui leur permet, bien sûr, la Croix-Rouge, elle le passe aux Israéliens pour avoir un accord pour passer les checkpoints pour aller visiter. Alors, si un membre de la famille était un ancien prisonnier, le père ou la mère ou un des frères ou des sœurs, automatiquement, il n'a pas le droit de visiter. Il faut savoir, juste quand on parle des chiffres, bien évidemment, avant 1948, il y avait des détenus, mais les chiffres, ils ont commencé à être calculés après 1967. Depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, 850 000 Palestiniens sont passés par les prisons israéliennes. Ça veut dire de 33 à 37% de la société palestinienne est passée par les prisons israéliennes. Il n'y a pas une maison sur deux où il n'y a pas un détenu ou un ancien détenu. Alors, un enfant qui peut... alors, les premiers 3 mois pour la demande de la visite par la Croix-Rouge, automatiquement, c'est en vérification. Les parents n'ont pas le droit de visiter. Ça veut dire que si tu as passé 2 ou 3 mois en interrogatoire, après les 3 mois de vérification pour voir si tu as le droit de visiter ou pas, les premiers 5-6 mois en tant qu'enfant, tu n'as pas de contact avec l'extérieur, avec tes parents. Une fois les parents, ils ont le permis de visiter l'enfant, les visites, ils sont 45 minutes une fois par mois. Ça fait plus ou moins 11h30 à 12h de contact de l'enfant avec ses parents et avec l'extérieur pendant 1 an, si tout se passe bien. Les visites pour les enfants, c'est derrière des vitres avec des câbles téléphoniques bien sûr surveillés et aucun contact physique entre les parents et les enfants. Les enfants, malheureusement, dans la prison, malgré, bon ça c'est quand je suis devenu adulte, on a plusieurs fois demandé à l'administration de prison d'intervenir dans les sections des enfants adultes, juste pour les aider à faire à manger, à organiser leur vie, à leur apprendre à continuer, et à l'aider à faire une organisation de vie dans la prison. Toutes les demandes étaient refusées par l'administration de prison. On a vu les témoignages des enfants qui sont sortis pendant les trêves récemment. Les enfants avec des bras cassés, des pieds cassés, des dos cassés à cause de la torture physique. Et il y a aussi la question de l'isolement total qui existe pour les enfants palestiniens. Quand on parle de ces enfants-là, que le seul but de leur enfance, le seul but de leur emprisonnement, c'est vraiment d'assassiner leur enfance. Par exemple, on a le cas de l'enfant de Jérusalem, Ahmad Manasra, un enfant de Jérusalem qui était arrêté à l'âge de 13 ans, qui était blessé à balle au moment de son arrestation, qui était jugé à 13 ans de prison.
après ces interrogatoires, après la fin de ces interrogatoires, il a vite développé des maladies psychologiques énormes. Et malheureusement, à la place de lui donner le soin adapté pour ces maladies, il était placé à l'isolement total sous prétexte qu'il était devenu violent à cause de ces maladies. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des dizaines de Palestiniens, des enfants, des hommes et des femmes qui sont à l'isolement total. L'isolement total, pour simplifier les choses, c'est une petite cellule dans une section où le prisonnier, un enfant par exemple, il est enfermé dans cette cellule tout seul, il y a un seul lit. La majorité de ces sections d'isolement total, il y a une fenêtre, mais le soleil n'arrive pas dans la cellule parce qu'il y a juste derrière la fenêtre, il bloque la vue avec du fer et avec des trucs. Et la porte, elle est blindée. Alors la majorité de ces gens, ils ne voient pas le soleil 23 heures sur 24 heures parce qu'ils sont enfermés 23 heures sur 24 heures. Tu as le choix de sortir, tu peux sortir 1 heure à la cour. Au moment quand ils décident de te faire sortir à la cour, tu dois choisir si tu dois être menotté à main ou à pied pendant la circulation dans la cour. Ils peuvent passer des mois et des années à l'isolement total, et à chaque jour, vous pouvez imaginer l'isolement total pour un enfant ou pour n'importe quel être humain. Sur le long terme, quel danger psychologique elle peut avoir sur ces gens. La durée la plus longue pour un Palestinien à l'isolement total, qui s'appelle Hassan Salami, qui est toujours en prison aujourd'hui, il a passé 13 ans à l'isolement total. Après 13 ans, les prisonniers ils ont réussi à le sortir après une grève de la faim. Alors les enfants, il y a vraiment un danger sur leur vie en prison. Et une fois que tu es en prison en tant qu'enfant, quand tu sors, tu n'es pas le même. Déjà pour tout le monde, c'est pas le même. Mais quand tu es emprisonné en tant qu'enfant, tu sors, tu n'es plus un enfant. Tu as grandi au moins 2-3 ans de plus à cause de la question de l'emprisonnement et cette période que tu as passée en prison. La deuxième chose, c'est la question des femmes palestiniennes. Comme j'ai dit aujourd'hui, on a 350 femmes de Gaza qui sont considérées disparues. Mais il y a 250 femmes de Cisjordanie et de Jérusalem et les Palestiniennes de 48 qui sont détenues dans les prisons israéliennes. Il y en a qui sont dans les centres d'interrogatoire. Il y en a qui sont à l'isolement. Mais la majorité de ces femmes se trouvent dans une prison qui s'appelle Ad-Damoun, entre Tel Aviv et Haïfa. Ce bâtiment qui n'était pas fait pour que ce soit une prison pour les femmes, c'est un bâtiment britannique qui était construit avant 1948, que l'armée britannique l'utilisait pour stocker du tabac et pour agrandir des chevaux dedans. C'est pas tout à fait pour que ce soit une prison. C'est une prison très très humide, elle est à côté de la mer. Les femmes subissent les mêmes circonstances de détention que les hommes et les enfants. Et des fois, leurs circonstances sont vraiment plus dures et plus dangereuses parce que l'occupant israélien ne respecte aucun besoin de ces femmes-là. Il y a des femmes palestiniennes arrêtées, et alors, il y a des dizaines de cas des femmes arrêtés alors qu'ils étaient enceintes. Beaucoup d'eux, ils ont perdu leur bébé pendant les interrogatoires et à cause de la torture physique et psychologique pendant les interrogatoires, ils ont perdu leur grossesse. Il y a des femmes qui ont pu tenir le coup après. Juste imaginez qu'au moment de leur accouchement, ils transféraient les femmes dans une prison où il y a un hôpital dedans. Et ces femmes-là, elles étaient obligées d'accoucher avec une main et un pied menottés au lit au moment de leur accouchement pour des raisons de sécurité, alors qu'ils sont enfermés dans une prison. C'est juste pour la torture de ces femmes-là. Les femmes, les mamans, après, ils ont le droit de garder le bébé 2 ans en prison.
ans après, ils sont obligés de se séparer de ses enfants pour l'envoyer à la famille à l'extérieur. Mais malheureusement, il y a quelques cas où tu avais toute la famille qui était en prison. Tu avais le père, la mère, les frères et les sœurs. Alors, le nouveau bébé, il était obligé qu'il soit envoyé chez la grande famille au moment de la libération d'un membre de la famille. Et surtout aujourd'hui, parce que les visites des avocats sont rares dans les prisons, on a des témoignages des femmes qui sont sorties. Les femmes, par exemple, il n'y a pas d'eau chaude, pas d'électricité, pas assez de nourriture, pas de cantine, pas des heures de cours, ils ne sortent pas. Le matelas, bon là ça va mieux, mais le matelas, ils leur donnaient le matelas à 10 heures le soir et récupéraient le matelas à 6 heures du matin, c'est-à-dire le reste de la journée. Il n'y a pas un endroit pour s'asseoir, pas que les lits en fer où les femmes peuvent s'allonger et s'assis dessus. Alors vraiment, les femmes aussi, c'est vraiment pire pour eux, parce qu'ils sont moins nombreuses que le reste des prisonniers. Il y a aussi la question de la détention administrative, cette problématique de la détention administrative. Moi j'étais 3 fois détenu en détention administrative, 2004, 2017 et 2022. Aujourd'hui, 3400 détenus palestiniens en détention administrative. Juste pour expliquer, la détention administrative, c'est une détention qui a été développée par le mandat britannique avant l'occupation de 1948. Et les Israéliens l'auront appliqué sur les Palestiniens après l'occupation de 1948. C'est un ordre militaire qui permet à l'armée israélienne d'arrêter n'importe quel Palestinien pour une période entre 1 mois et 6 mois, sur la base d'un dossier de sécurité secret. Ni l'avocat, ni le prisonnier a le droit de savoir il y a quoi dans ce dossier. Ce dossier il reste discret entre le procureur israélien, bien sûr, ou militaire, et le juge. Tu ne peux pas savoir pourquoi tu es en prison, c'est une détention sans jugement, sans preuve, sans rien du tout. En termes juridiques, je veux dire. Elle peut être renouvelée pour des mois et des années de détention. Il y a des Palestiniens de la Cisjordanie, surtout après la occupation de la Cisjordanie de 2002-2003, il y a des Palestiniens qui sont passés plus de 13 ans et 14 ans en détention administrative. On les arrête pour une période de 3 ans, 4 ans, on les libère pour 2 mois, 3 mois, on les re-arrête encore une fois et ça continue, ça dure depuis 15 ans pour eux dans cette détention-là. Moi je pense que cette détention arbitraire de la détention administrative, elle est utilisée pour la destruction massive de la vie des gens. Surtout à Jérusalem, en Cisjordanie, elle était moins utilisée. Maintenant, elle est utilisée à Gaza, mais avant, quelques mois, elle était moins utilisée. Parce qu'ils utilisent cette détention aussi dans les pires moments des vies des gens. Moi, en tant qu'avocat et en tant que détenu, je l'ai vu de deux côtés. Par exemple, un étudiant palestinien qui a réussi à obtenir une bourse, par exemple en France ou ailleurs, pour venir faire un master ou un doctorat, au moment qu'il voulait dépasser les frontières vers la Jordanie, voilà, on le prend pour une détention pour 2 ans, en détention administrative sans justifier pourquoi. Comme ça, il perdra sa bourse d'études à l'extérieur. Au moment qu'il y a un père ou une mère qui sont décédés dans une famille, on vient arrêter un de leurs fils pour pas qu'il participe à l'enterrement de leur membre de famille. Juste en août, moi par exemple, j'avais un pote qui devait se marier le 5 août. C'était un ancien détenu qu'on a vécu ensemble mi-juillet. Comme les Israéliens, ils écoutent tout ce qui est sur les téléphones et suivent les réseaux sociaux, ils savaient qu'il allait se marier le 5 août. Ils l'ont appelé en disant « c'est pas la peine de préparer ton mariage,
on t'a prévu une détention administrative au moins pour 2 ans. C'est pas la peine de préparer ton mariage. Et le 30 juillet, ils sont venus chez lui, ils l'ont arrêté, et depuis, il est en détention administrative. Alors c'est une façon de destruction de la société palestinienne. Et je sais que c'est arbitraire, mais ça va au-delà de la question d'arbitraire. Moi, en 2017, j'étais arrêté chez moi par des forces spéciales, ils ont fouillé, cassé la maison, et ils ont même fait un interrogatoire super intensif et avec de la torture physique et psychologique à la maison, en disant voilà, on cherche des armes chez toi. Je disais bah fouillez, si vous trouvez quelque chose, vous pouvez les prendre. Ils sont restés 3 heures à la maison en train de fouiller, ils n'ont rien trouvé. Après, au centre d'interrogatoire, 12 jours d'interrogatoire intensif, rien du tout. Au bout de 12 jours, le vice-président du tribunal, il a décidé que moi je dois être libéré, en manque de preuves. Alors, sous conditions très très sévères, 3 mois d'interdiction d'entrer en Cisjordanie, 3 mois d'interdiction de voyage, 3 mois d'interdiction d'entrer à Jérusalem, d'être envoyé à Haïfa pendant 3 mois, parmi eux 1 mois à détention à domicile avec un bracelet, payer une caution de 60 000, malgré toutes ces conditions, avec l'avocat, on a dit on va accepter ces conditions de libération. Et il a donné l'ordre que je dois être libéré. En retournant au centre d'interrogatoire, qui prépare les papiers pour la libération, 5 minutes avant la libération, un chef des renseignements israélien de Shin Bet qui vient vers moi, il me dit bah voilà, tout ce qui a été dit au tribunal, on s'en fout. Tu peux mettre à la poubelle la décision du juge, voilà une détention administrative pour 6 mois. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai passé, après une décision de libération, j'ai passé 13 mois en détention administrative alors que j'avais une décision de libération. Ça montre, pour moi, pas que moi, mais plein de cas, ça montre que Israël n'est pas un État démocratique. C'est un État qui existe que sur la question de sécurité. Tout circule autour de cette question-là. C'est pas, ils vont arrêter de nous vendre l'idée que c'est la seule démocratie dans le Proche-Orient. Aussi, cette détention administrative, c'est aussi de la torture psychologique. Une fois pour les parents des détenus, mais aussi pour le détenu lui-même. Parce que tous les 6 mois ou tous les 4 mois, tu ne sais pas si tu vas être libéré, pas libéré. Moi, j'étais arrêté le 7 mars 2022. J'ai reçu le premier ordre de détention administrative pour 3 mois. Le 6 juin, je devais être libéré. Le 6 juin jusqu'à 14h, j'avais pas de renouvellement de mon ordre. En général, la détention administrative, dans chaque détail, il y a la question de la torture psychologique pour les prisonniers. Aussi, il y a la question des prisonniers malades. Il y a quelques mois, avant le 7 octobre, sur un ensemble de 5200 détenus politiques palestiniens, il y avait entre 700 et 800 dossiers, on les appelle comme ça, des dossiers des prisonniers malades dans les prisons israéliennes, des différentes maladies, des maladies graves, des maladies moins graves, des maladies moins graves qui deviennent graves après. Aujourd'hui, je ne vous cache pas, aujourd'hui, je pense que le chiffre il a doublé 2 ou 3 fois à cause de la torture physique qui s'est intensifiée énormément depuis quelques mois. La question des prisonniers malades, c'est la prison et la maladie et l'administration de prison. Parce que il y a vraiment une politique de cette négligence médicale systématisée qui est faite par l'administration de prison, qui a un seul but, c'est d'approfondir la maladie de ces gens et utiliser leur maladie pour les torturer et pour faire des chantages avec ces prisonniers. Depuis 1967,
bien évidemment, avant il y en avait, mais les calculs, comme j'ai dit, de 1967 jusqu'à aujourd'hui, il y a 248 Palestiniens morts dans les prisons israéliennes des différentes... il y en a qui sont morts à cause des maladies, il y en a qui sont morts à cause de la négligence médicale, il y en a qui sont morts à cause de la torture physique ou psychologique, mais le plus récent, aujourd'hui, comme j'ai dit au début, notre ami Khaled El-Sharish qui est mort dans la prison de l'Afra à cause de cette négligence médicale parce qu'il ne recevait pas le soin adapté pour sa maladie. Par exemple, en 2017-2018, on était 1800 prisonniers dans une base armée qui s'appelle le Negev, la base armée du Negev qui se trouve vers les frontières égyptiennes, au milieu du désert. C'est une base armée, moitié prison, moitié base armée. On était 1800 détenus, distribués sur 3 façons différentes d'arrestation. Il y en a qui sont détenus dans des tentes, il y en a qui étaient détenus dans des caravanes à 4 personnes, il y en a qui étaient détenus, nous on était détenus dans des tentes à 24 tentes par détenu. Pour l'ensemble de 1800 prisonniers, on avait un médecin et un dentiste. Alors on va voir qui est le médecin le plus héros du monde et le dentiste le plus héros du monde qui peut gérer la vie de 1800 personnes qui parmi eux, il y a des anciens prisonniers, il y a des malades, il y a des vieux, il y a des maladies qui se développent en prison. Alors déjà, pour les Israéliens, ça c'est une règle en prison. Pour les débuts de n'importe quelle maladie, tu vas avoir l'aspirine magique israélien pour des semaines, pour n'importe quelle maladie, que ce soit un cancer, que ce soit un mal de tête, que ce soit un mal, n'importe quelle douleur, tu as des semaines de l'aspirine magique israélien pour tous les maladies. Bon, une fois que tu as l'aspirine, si la maladie elle est grave, ça veut dire après des semaines, la maladie est devenue plus grave. Ça, c'est la logique des choses. Après, bon, il faut faire la queue, il faut attendre que tu arrives devant le docteur. Des fois, tu vas attendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Ça dépend combien des prisonniers ils ont demandé pour aller chez le docteur ou chez le dentiste. Tu arrives chez le docteur, bon, il voit, il vérifie. Des fois, il arrive à vérifier, des fois, il n'arrive pas à vérifier. C'est quoi la maladie? On va donner un exemple ici, il a décidé qu'il va t'envoyer à l'hôpital pour des vérifications. Il y a un seul hôpital dans la prison de Ramleh, où il y a 60 places. Il y a 20 places qui sont prises toute l'année par des prisonniers qui ont besoin de rester à l'hôpital. Il reste, pour l'ensemble des restes des prisonniers, 40 à 45 places. Des fois, ça peut arriver d'attendre 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans d'attente pour aller se faire opérer à l'hôpital. Moi, j'ai vu des cas des prisonniers où ils ont attendu 3 ans pour aller se faire opérer dans un hôpital. Et pendant ces années, ta maladie, elle est en train d'approfondir de plus en plus. Surtout les maladies de cancer. Les prisonniers avec les maladies de cancer, ils n'ont jamais reçu le soin adapté pour leur maladie. Et une fois que tu arrives à l'hôpital, nous on a vu des cas que c'était même pas des docteurs qui allaient faire les opérations, c'était des stagiaires des facs israéliennes qui avaient quelques opérations à faire pour terminer leur diplôme. À la place de les envoyer dans les hôpitaux israéliens, ils les ramenaient dans l'hôpital de la prison pour apprendre à faire des opérations après. Alors ils faisaient leurs tests sur les prisonniers palestiniens pour des opérations à l'hôpital. Cette question de cette négligence médicale, je me souviens bien, 2008-2009, on était dans une prison à Jalbou, c'est une prison vers Haïfa, on était 120 prisonniers dans une section, on était 8 par cellule. Il y avait un prisonnier du plateau du Golan
occupé qui était avec nous. Ils ont découvert qu'il avait la maladie de cancer. 6 mois après des négociations, des allers-retours, ils ont accepté de l'opérer. Il s'est fait opérer, il est revenu dans la cellule. Je résume, il est syrien, il a un statut spécial. Le docteur de la prison, il a conseillé au directeur de prison une remise de peine pour ce prisonnier parce qu'il va mourir au bout de 6 mois. C'est pas la peine qu'il meure en prison parce que on va essayer d'éviter un bordel avec la Syrie et la compagnie. Il y a un tribunal qui a remis sa peine, il est sorti, il a reçu le soin adapté pour sa maladie et il a vécu une vie un peu normale. Au bout de 1 an, il n'était pas mort. Alors le même tribunal, il s'est réuni pour le remettre en prison parce que les calculs du docteur, ils étaient pas bons. Alors c'est juste un exemple pour comprendre la mentalité dans laquelle les Israéliens traitent les prisonniers malades en prison. Et même une fois que tu es mort dans une prison israélienne, ta souffrance ne se termine pas. Parce que les Israéliens, ils ont une règle qui garde les corps morts de ces prisonniers jusqu'à la fin de leur détention, après leur mort en prison. Aujourd'hui, dans le cadre de la détention des corps morts des prisonniers palestiniens, on a 26 Palestiniens morts et détenus dans ce qu'on appelle des cimetières à numéro, où les Israéliens gardent les prisonniers juste pour la continuité de la torture pour leur famille et pour leur société. Un dernier sujet avant de vous passer la parole. C'est vrai qu'il y a cette image sombre dans les prisons israéliennes, c'est tout le système carcéral. Il a un seul but, c'est de casser et détruire la mentalité et la psychologie de l'ensemble de ces prisonniers palestiniens. C'est pas que notre génération, mais les générations d'avant. Parce que la question de prison, c'est un héritage génération après génération, parce que je disais que les prisons, ils n'étaient jamais vides. Alors c'est un héritage de génération en prison. On a bien compris que le but, c'est de détruire en prison, et nous, on a tout fait l'inverse pour garder le moral et rendre au maximum les temps, les années et les mois utiles pour nous en tant que prisonniers palestiniens. Je dis ça parce que pour nous c'était inacceptable que les Israéliens détruisent leur volonté de résistance et de lutte devant la porte de prison. Pour nous, on changeait de façon de résistance, on changeait le moyen de lutte, mais on continuait de résister en prison. La prison, c'est pas l'endroit où ils vont briser la volonté des résistants. Ça, c'est notre décision qui a été prise génération après génération. La façon dans laquelle alors, on avait cette vie collective bien solidaire entre nous en tant que prisonniers dans l'ensemble des prisons, mais à chaque prison, peut-être vous demandez comment. Déjà, nous, on était détenus qu'entre prisonniers politiques. On n'était pas mélangés avec des prisonniers de droit commun ou avec d'autres prisonniers. C'est grâce aux premières générations qu'ils ont déclenché des grèves de la faim pour gagner le statut des prisonniers politiques. Et depuis, on vit qu'entre prisonniers politiques. On avait cette vie bien organisée, bien structurée. Comment on avait par exemple notre congrès annuel discret, nos élections discrètes, nos élus discrets. Chaque élu qui était obligé de former une petite commission de responsabilité pour son sujet qui va travailler là-dessus entre les deux congrès. On avait un petit comité, plus ou moins un ministère des Affaires étrangères pour chaque prison qui faisait la communication avec les autres prisons et avec l'extérieur de prison.
On avait les représentants de tous les partis politiques dans les prisons qui choisissaient un représentant pour chaque prison pour qu'il soit le représentant de ces prisonniers devant l'administration de prison. Alors il y avait cette vie bien organisée. Tu avais des comités de tout, comité d'organisation, comité d'accueil, comité de sécurité, comité administratif pour gérer la vie quotidienne, et tu avais aussi le comité culturel qui était un des comités les plus importants dans la prison. Chaque comité, chaque élu, il a ce petit comité avec des gens qui doivent travailler et former les gens avec. Mais c'est surtout quand on parle de la vie culturelle, c'est vraiment une décision politique pour nous qu'il y a cette richesse d'une vie culturelle et politique très riche qui est en prison. C'est passer une fois à l'âge de 16 ans en prison, passer une deuxième fois à l'âge de 19 ans, et après la troisième et la quatrième, à chaque fois, tu sors avec des convictions politiques plus fortes que celles d'avant. Alors on avait cette vie culturelle très riche. Par exemple, je résume une journée pour mieux comprendre. Un réveil collectif le matin, 8h, 8h30 pour tout le monde. On était plus ou moins en général, on était 8 par cellule. À part quand on était à l'isolement, on était 2 ou 1 par cellule. Réveil collectif, 8h, 8h30, 9h, les gardiens nous ouvrent les portes pour sortir à la cour pour 1h30. Il y en a 2 qui restent pour faire le petit-déj pour l'ensemble des restes des prisonniers. 10h, tout le monde est dans les cellules, on mange collectivement, on nettoie, on prépare. 11h, première cour. Première cour, ça veut dire, nous, dans nos congrès, on a voté quel sujet sur lequel on va se concentrer cette période. Parce que dans la prison, tu peux trouver de tout. Des spécialistes de tout. De géographie, des spécialistes, des enseignants des histoires, des journalistes, des gens qui sont spécialistes d'économie, d'analyse géopolitique. Tu peux trouver de tout parce qu'il y a de tout en prison. Et c'est pour ça que j'ai dit c'est riche. Chaque mois, chaque 2 mois, on changeait de sujet sur lequel on veut apprendre. Moi, par exemple, j'ai passé 2 ans à faire des cours de français pour certains prisonniers qui s'étaient intéressés à étudier le français. Après midi, 1 heure de lecture, l'après-midi on sort pour la cour, le soir on mange encore collectivement, une deuxième cour, un deuxième sujet, 8h on regarde les infos ensemble, 9h, de 8h30 à 10h temps libre, 11h 1 heure de lecture, minuit on est à l'énorme et tout le monde dort. Ça veut dire que, parce que je dis, pourquoi il y a cette vie stricte, je veux dire, parce que la prison c'est un enjeu entre l'être humain et le temps. Qui contrôle qui? C'est l'être humain qui contrôle le temps ou c'est le temps qui contrôle l'être humain? Au moment qu'un être humain dans une prison a réussi à contrôler le temps, c'est là où tu vas rendre utile les mois et les années de l'emprisonnement. Nous, grâce à notre détermination, notre volonté, on a pu tourner les prisons israéliennes pour des facultés révolutionnaires pour des générations et des générations et des générations des Palestiniens. Aujourd'hui, vu la jeunesse palestinienne qui passe dans les prisons israéliennes, sa jeunesse, elle sort plus révoltée à chaque emprisonnement qu'elle passe en prison. Et c'est vrai qu'en prison, on luttait et on résistait contre l'administration de prison dans tous les moyens. Il y avait beaucoup de moyens, je ne veux pas tous les citer, jusqu'à qu'on arrive à déclencher une grève de la faim. Et je termine là-dessus. La grève de la faim, c'était notre dernier moyen de lutter contre l'administration de prison, où on arrive à un moment, les négociations sont bloquées avec l'administration de prison, et il faut absolument utiliser l'art de la grève de la faim pour casser les décisions israéliennes qui veulent imposer sur nous. Je dis l'art stratégique parce qu'une grève de la faim, c'est pas un mot laid.
Déjà, la préparation d'une grève de la faim pour une grève collective pour l'ensemble des prisonniers, elle peut durer des fois à 2 à 3 ans de préparation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut faire la connexion avec tous les prisons, il faut choisir le comité qui va gérer cette grève de la faim, qui va négocier, se mettre d'accord sur les demandes, voter les demandes, choisir la liste des prisonniers qui vont faire la grève de la faim, parce que tu mets de côté les vieux, tu mets de côté les enfants, tu mets de côté les malades, faire le contact avec l'extérieur, les médias, les partis, avec le mouvement de solidarité international qui a un rôle important à jouer. Préparer les nouveaux arrivés qui n'ont jamais participé à la grève de la faim, de leur décrire c'est quoi une grève de la faim, comment faire, choisir le mois de la déclenche, où on va déclencher la grève de la faim, parce que c'est préféré que ce soit en avril, soit en septembre, des mois où il ne fait pas trop chaud ni trop froid. Et après, déclencher une grève. Une grève de la faim, vraiment, c'est une période assez spéciale dans la vie des prisonniers qui participent à la grève de la faim. Parce qu'il y a tous des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui peuvent être commis par l'administration de prison pendant ces jours et ces mois de grève de la faim. Moi, j'ai eu la chance de participer à 2 grèves de la faim 2011 et 2022 pour 2 demandes, pour 2 différentes raisons. Par exemple, 2022, on avait déclenché une grève de la faim pour protester contre la détention administrative parce qu'on était des centaines de prisonniers, que c'est nous les mêmes qui passent en détention administrative tous les ans, mais on passe plus du temps en prison qu'à la maison. Alors on a décidé de déclencher cette grève, on l'a déclenchée avec beaucoup d'autres. Moi directement, ils m'ont pris de la cellule, ils m'ont mis à l'isolement total. Dans une petite cellule de 2 à 3 mètres. Tous mes biens étaient confisqués. Ils m'ont donné un seul changement. Une petite cellule où il y a un petit lit attaché au sol, un matelas, une couverture. Juste devant le lit, il y a un petit mur et derrière il y a les toilettes. J'avais le droit à une petite bouteille d'eau. Même le sel qui est normalement, qu'on a le droit d'avoir et qui est important pour le corps en grève, il était confisqué par les Israéliens. Et bien sûr, il y avait, à l'isolement, comme j'ai dit, il n'y a pas de soleil, il n'y a rien, il y a juste une porte blindée. Il y avait une caméra 24 heures sur 24 heures au-dessus de mon lit pour me surveiller. Et les pressions, il commence les pressions psychologiques par l'administration de prison. C'est vrai que la première semaine, c'est la semaine la plus dure pour le corps, parce que c'est là où tu perds la majorité de ton poids, et le corps il s'adapte à son nouveau poids peu à peu. C'est là où tu as vraiment des douleurs énormes, et tu dors de moins en moins. Si tu arrives après une semaine de dormir 4-5 heures ou 6 heures, ça sera top. Alors par exemple la nuit, quand ils me voyaient dormir 1 heure après que j'ai pu dormir, les forces spéciales, ils venaient, ils ouvraient la porte, ils me réveillaient, ils m'énotaient en disant voilà, on a eu les ordres pour fouiller la cellule, alors que la cellule elle était déjà vide, juste pour m'obliger à sortir et perdre de la force, perturber le sommeil. Après ils me ramenaient, je ne pouvais plus dormir. Le lendemain, à nouveau au cirque, ils ouvrent la porte après que tu as dormi, avec des menus du restaurant. Dire voilà, il y a ces restaurants qui sont prêts à te faire une livraison de tes plats préférés jusque pour arrêter ta grève de la faim. 3e jour, c'est l'infirmier qui te réveille pour donner un tract que voilà, au 9e jour, tu vas devenir aveugle, le 10e jour, tu vas devenir sourd, le 11e jour, tu vas perdre tes poils, tout genre de pression psychologique. Moi, ça va arriver que quelques jours après le déclenchement de cette grève de la faim, un des chefs de renseignement de la prison, il est venu vers moi en me disant moi je le connaissais depuis longtemps d'avant. Il est venu, il m'a dit ça là, tu ne veux pas arrêter des problèmes avec tes grèves et tout ça. Je lui ai dit vous arrêtez la détention administrative, on arrête la grève.
m'a dit voilà, je te propose une proposition que aujourd'hui tu signes un papier, que tu es prêt d'aller avec ta propre volonté en France. Et maintenant, dans 2 heures, tu seras dans un avion qui te ramène en France. Il était d'origine marocaine, ce chef de renseignement. Je lui ai dit, écoute, moi je te propose un autre deal. Au moment où je te vois, toi et tes enfants et ta femme, devant l'avion, rentrer au Maroc, le vol d'après, moi je rentre en France. Il m'a dit, bah, tu vas continuer ta grève, ça sera mieux. Non mais je vais terminer là, mais et en 2011 par exemple, on était en grève de la faim, et collective, on était 80 dans des CU. Après quelques jours de grève, l'administration de prison elle est venue installer des gros ventilateurs sur les fenêtres. Ils ont démarré les ventilateurs. On a pensé que c'était une façon de remettre l'oppression, mais ça c'était rien. 5 minutes après, ils ont amené des prisonniers de droit commun israéliens avec leur barbecue. Ils ont démarré leur barbecue juste pour faire rentrer l'odeur de viande et de l'odeur dans le CU. Mais il y a des crimes plus graves qu'ils peuvent avoir dans les prisons. Pendant la grève de la faim, ça arrivait une fois, mais maintenant c'est devenu une loi. Dans les années 90, il y avait une grève de la faim qui était assez forte, avec beaucoup de solidarité à l'extérieur. Il y avait une décision israélienne d'arrêter cette grève de la faim. Le directeur de la prison de Nafra, il a pris la responsabilité d'arrêter la grève. Il a sorti en force 3 prisonniers. Il les a menottés sur des lits avec ses infirmiers. La façon, c'était de faire entrer un tube du nez qui va à l'estomac et de renverser du lait dedans pour déclarer que voilà, il y a 3 grévistes qui ont été leur grève de la faim. Mais malheureusement, 2 de ces grévistes, le tube n'est pas arrivé dans le ventre, il est arrivé dans les poumons et ils ont renversé du lait et les 2 prisonniers étaient morts sur place. Mais aujourd'hui, cette façon, elle est devenue légalisée dans le Parlement de l'occupant israélien. À la fin, aujourd'hui, comme je l'ai dit, quand j'étais à La Haye, au jour de la dépôt de la plainte de l'Afrique du Sud, que aujourd'hui Gaza a donné le monde entier un cours comment les causes ils se défendent. Aujourd'hui, Gaza a donné le monde entier un cours de dignité, comment les êtres humains défendent leur cause. Aujourd'hui, il y a ce triangle qui a fonctionné partout dans le monde. Le triangle de la résistance, de la résilience et de la solidarité internationale. Ce triangle qui a fonctionné en Algérie, en Afrique du Sud, au Vietnam et ailleurs. Et il va bien évidemment fonctionner en Palestine. Aujourd'hui, plus tu es terminé et plus convaincu. Comme je l'ai appris avec mes camarades de prison. Au fond de ces cellules de prison, on est devenu convaincus et plus convaincus que le peuple palestinien n'est pas plus faible que le peuple vietnamien et que les Israéliens ne sont pas plus forts que les Américains. Aujourd'hui, on est plus convaincus que Israël, l'occupant israélien, comme les restes des occupations autour du monde, il y a un jour où il y aura une fin de cette occupation. Cette machine, comme je l'ai dit, de destruction qui s'appelle Israël, recule que devant une résistance et une pression et de solidarité pour faire comprendre aux Israéliens, aux Américains, aux dirigeants israéliens, aux dirigeants américains et occidentaux que la Palestine n'a été jamais, la Palestine sera jamais dans le futur un peuple sans terre pour un terre sans peuple.